Ça tombe bien puisqu'on parle des prisons et nous sommes avec Benjamin Camboulive. Merci d'avoir patienté, cher Benjamin. Je voulais absolument vous avoir. On a beaucoup de sujets sur lesquels j'aimerais vous faire réagir avec nos invités, notamment sur cette idée de louer des places de prison à l'étranger. Vous avez vu notre sondage. Quelle est votre réaction? Bonne, mauvaise idée, mauvaise initiative? Quelle est votre réaction, Benjamin? Déjà, sur le sondage en lui-même, on voit qu'il y a une petite majorité de personnes qui Petite, sont ouais. favorables à cette mesure. Ça fait quand même beaucoup de monde. Pourquoi est-ce qu'on a cette partie-là de la population qui est favorable? C'est parce que les gens, ils comprennent plus ce qui se passe. Ils sont en attente de fermeté, ils sont en attente de réponse. Ils voient, si vous voulez, la violence qui augmente et notre incapacité à amener une réponse avec ces aménagements de peine systématiques. Donc, ils demandent à ce qu'on puisse être capable d'incarcérer qui doit l'être. Maintenant, cette solution, très sincèrement, c'est un effet d'annonce, c'est pas une vraie solution. Il faut se rendre compte de ce que ça implique concrètement pour l'appliquer, à quel point c'est coûteux, à quel point c'est complexe. Coûteux parce qu'il y a déjà des grandes problématiques, tout simplement, sur les déplacements et les frais de justice. C'est-à-dire qu'au-delà du coût de la location, il y a un moment où il va falloir les transférer, les détenus. Ça ne va pas se faire d'un seul coup. Ça va se faire avec des escortes. Ça va impliquer des effectifs. Ça va être énormément de frais de justice. Et ces frais de justice, on en a besoin accessoirement pour payer nos magistrats et nos surveillants pénitentiaires. Donc déjà, c'est extrêmement coûteux parce qu'on ne construit rien à nous et puis ça coûte cher à mettre en place. Et après, il y a aussi les droits des détenus. C'est-à-dire que les détenus, ils ont le droit de voir leur famille. Ils ont des visites au parloir. Là, d'un seul coup, comment on fait? Est-ce qu'on dit qu'on arrête, c'est que les détenus n'ont plus le droit de voir leur famille, auquel cas la CEDH, a priori, ne va pas être totalement d'accord avec cette approche de la chose? Ou alors, est-ce qu'on paye les frais de transport, voire les frais d'hôtel pour les familles? Enfin, tout ça, ça nous montre que ce n'est pas un projet qui est viable, qui a du sens. C'est lancé pour ne pas être pris en défaut face au manque de places de prison et face au manque de construction de prison. Mais ce n'est pas une solution c'est pas une solution de long terme, parce que la seule vraie conséquence, ça va être qu'on va impacter notre budget de la justice pour construire le parc pénitentiaire à nous, quoi, le parc pénitentiaire français. Et il y a d'autres pays, hein, alors, l'ont testé, ou je l'évoquais tout à l'heure, je crois Belgique, que la Belgique, Pays-Bas, la Norvège. Pays-Bas, la Norvège, La c'est ça? Norvège et le Danemark. La Et Norvège Danemark. met des prisonniers aux Pays-Bas et le Danemark au Kosovo. Donc ils le font un petit peu, mais bon, personne a tout à fait raison. Il y a un problème de coût derrière. Benjamin, ce serait quoi la solution selon vous alors? Mais en parlant de M. Darmanin, la solution qui nous apparaissait, nous, la plus pertinente, c'était celle de ces prisons en Algeco, là où en préfabriqué. Ce que disait Parce que là, pour le coup, Bernard oui, Cohen. voilà, pour le coup, ça va vite et c'est moins cher. Et on augmente, pour le coup, concrètement, notre propre capacité d'accueil dans nos prisons. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas besoin partout de prisons, enfin, on n'a pas besoin pour tous les détenus de prisons de très haute sécurité. Ça dépend des profils. Là, dans cette perspective-là, c'est pour les courtes peines ou alors les fins de peine. De toute façon, ils ont vocation à faire des allers-retours en prison, ils font des stages professionnels, on prépare leur réinsertion, ou alors des très courtes peines. Donc, on peut imaginer de retirer des prisons en dur certains détenus pour pouvoir libérer des places pour ceux qui ont réellement vocation à être dans des prisons extrêmement sécurisées. Mais Donc question là, bête, est-ce que c'est sécure ces prisons en Algeco? On peut se poser la question, Benjamin, non? Mais ça l'est moins que les prisons de haute sécurité On est parce que ça d'accord. n'a pas vocation à accueillir le même profil de détenus. Et c'est justement tout l'enjeu, c'est de réussir à classifier nos établissements en fonction des profils des détenus, de leur dangerosité. Là, dans les prisons avec des courtes peines ou des fins de peine, on n'a pas besoin d'avoir les prisons pour très haute sécurité qu'on est en train de construire pour les gros narcotrafiquants. En revanche, on a besoin de ces prisons pour quantité de détenus, pas que les narcotrafiquants, tous ceux qui sont réellement dangereux, où il y a un risque d'évasion, un besoin d'encadrement qui est spécifique, là on en a besoin. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on renforce ce parc pénitentiaire. Il vaut bien mieux envisager des prisons avec des conditions de sécurité moindres pour des peines courtes, plutôt que de payer un bras pour avoir des places de prison à l'étranger, ou qu'en plus, ça va poser, donc, comme je vous le disais, des questions de transfèrement, ainsi que de droit de visite des détenus. Moi, je partage complètement l'avis de M. Camboulive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des moyens de lutter contre la surpopulation, en tout cas de faire évoluer la prison par rapport à la surpopulation carcérale qui est structurelle. Benjamin, restez avec nous parce que j'aimerais qu'on revienne sur cette enquête qui interpelle et j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Plusieurs dizaines de jeunes tueurs à gages âgés parfois de 12 à 13 ans ont été repérés ces derniers mois par Europol. Vous
le savez, l'Agence européenne de police criminelle qui a lancé donc une vaste opération pour lutter contre ces recrutements. Je serais tenté de dire zéro surprise pour vous, Benjamin Camboulive, tueur à gages à 12 ans. On se rappelle de ce jeune de 14 ans à Marseille qui avait été embauché pour un contrat. On en est là aujourd'hui. Hein. Oui, on en est là pour de multiples raisons, mais essentiellement par profit, c'est toujours pareil. Hein. Le phénomène de ces jeunes qui sont employés par des narcotrafiquants, hein, parce que tout est lié au stup qui explose et qui génère quantité d'infractions connexes. Donc là, on parle d'assassinat, mais c'est aussi vrai pour la prostitution, le trafic d'armes, tout ce que vous voulez, quoi. Ça génère énormément d'infractions et ça va après concerner deux types majoritairement de profils. Il y a soit les jeunes de cité eux-mêmes, parce qu'ils sont déscolarisés, parce qu'ils sont perdus, parce qu'il n'y a aucun cadre familial pour les encadrer, quoi. Donc là, ils vont être récupérés par les trafics de stupes. Ça, c'est un profil qui est, on va dire, assez identifiable et traçable parce qu'ils sont ancrés localement dans leur cité. Et puis, il y a le profil majoritaire pour ces mineurs tueurs. Ce sont des mineurs isolés. Et là, ce n'est pas la même problématique parce que, vous savez, quand ils arrivent, ils sont pris en charge par les associations humanitaires et très vite, ces associations, elles perdent le contrôle sur le jeune. Le jeune, donc, il est récupéré, en tout cas pour partie d'entre eux, par les trafiquants. Là, ils vont commencer effectivement par des missions où on fait le chouf et petit à petit, ils vont être attirés par les missions où on est payé bien plus cher, donc les meurtres, les assassinats. Ce qui se passe avec eux, c'est qu'ils ne sont pas identifiables, dans le sens où toutes les infos qu'ils nous donnent sont des infos bidons et qui ne sont pas traçables parce qu'ils sont sans domicile fixe. Donc, ils vont se déplacer d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. Et c'est vrai dans toute l'Europe. Et c'est pour ça que cette problématique des mineurs tueurs à gages, vous la retrouvez dans toute l'Europe. Benjamin, Bernard Cohen-Haddad, qui est avec nous, disait qu'il faut changer la loi. Non, c'est que la problématique des mineurs qui sont victimes et acteurs de tous ces scénarios de violence et de narcotrafic, elle est au cœur des débats. S'ils s'en servent aussi des mineurs, parce que les trafiquants se servent des gamins hein, c'est des fusibles. S'ils s'en servent, c'est pour deux raisons. Il y a la justice des mineurs qui fait qu'effectivement, ils ne vont pas prendre bien cher au niveau pénal. Et puis, il y a le fait que pour ne pas être identifié, c'est mieux si l'exécutant n'est pas connu des services de police. Bon, quand il a 12 ans, il n'a pas un casier, on coupe le bras, a priori. Mais c'est là tout l'intérêt aussi des commanditaires, quoi. C'est de ne pas se salir les mains, d'une part, et parfois même ça peut être fait depuis la prison. Mais c'est aussi de pas mettre des comptes fumés, quoi, pour pas qu'on remonte jusqu'à eux. Donc c'est pour ça qu'on prend des tout jeunes qui eux-mêmes ne se connaissent pas entre eux, qui sont comme ça payés à la tâche pour une mission, ou qui sont recrutés sur les réseaux sociaux. Et cette problématique des réseaux sociaux, de l'enfermement avec l'ordinateur, etc., ça rejoint le rapport à la violence. Les jeux vidéo, ils passent leur vie dessus, ils ont du mal après à faire la frontière avec les missions qu'on leur donne en vrai, quoi. Parce qu'il y a dans cette espèce d'endoctrinement, dans les modes de recrutement sur les réseaux sociaux, il y a un formatage qui est mis en place, il y a des codes, et ça ressemble à des vidéos d'influenceurs traditionnels, de youtubeurs. Il y a ce côté ludique, charismatique, qui leur donne envie de faire partie de cet univers. Et après, petit à petit, ils sombrent complètement dedans, et ils n'ont aucune cohérence, aucune compréhension des enjeux de ce qu'ils font, parce qu'ils sont complètement à la ramasse, quoi. Merci Benjamin Camboulive, porte-parole d'Alternative Police FDT. Vous savez ce que disaient mes invités en vous écoutant, il est passionnant Benjamin Camboulive, donc je vous transmets le message de mes invités. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, de nous poser et de décrypter un petit peu tous ces phénomènes de société.